Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la NES et son son si particulier. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons aborder une particularité de la plupart de ces cartouches qui repoussa les limites de cette machine, les mappeurs. La Famicom sortit au Japon le 15 juin 1983. Dotée d'un processeur à 1,66 MHz, de 2 kilo-octets de mémoire vive et tout autant de mémoire vidéo, ses capacités étaient impressionnantes pour l'époque. Pour ce qui était de celles de ces cartouches, les premières pouvaient atteindre une capacité maximum de 32 kilo-octets dédiés au programme et de 8 kilo-octets pour les graphismes. Ces deux parties de la mémoire d'une cartouche se connectaient à leurs parties respectives de la console, au processeur central pour la mémoire du programme et au processeur graphique pour la mémoire des graphismes. Sorti le 8 novembre 1984, Xevious fut alors le plus gros jeu sorti sur la 8 bits de Nintendo, employant la capacité maximum de 32 kilo-octets. Un an plus tard, Super Mario Bros atteignit également la limite des 32 kilo-octets pour son programme et de 8 kilo-octets pour ses graphismes. Mais loin de marquer la fin de vie de la Famicom, ce fut au contraire pour elle le début d'une nouvelle ère. Cette nouvelle période débuta par la sortie de City Connection de Jaleco. Si le jeu n'avait rien de particulier à première vue, son innovation résidait dans sa cartouche. Celle-ci était en effet dotée de deux composants supplémentaires, deux circuits logiques appelés 74-139 et 74-74 permettant d'utiliser davantage de mémoire. City Connection possédait 16 kilo-octets utilisables pour les graphismes, outrepassant ainsi la limite des 8 kilo-octets. Ces 16 kilo-octets étaient partagés en deux zones de 8 kilo-octets, sélectionnées à tour de rôle par le programme. La technologie des mappeurs fit ainsi son apparition. Un même mappeur pouvait être câblé de différentes façons, générant tout autant de modèles de cartouches. Jaleco utilisa ce système dans plusieurs de ses jeux, comme Shoplifter, tandis que Konami employa le même procédé pour les versions japonaises de Twinbee et des Goonies. En 1986, une version optimisée réduisit le nombre de circuits logiques à un seul, le 74-161, et augmenta la capacité graphique à 32 kilo-octets. Ce nouveau mappeur, baptisé CN-ROM, fut employé dans de nombreux titres tels que Gegege no Kitaro, Yokai Daimakyo, Gradius, Ghostbusters, Spy vs Spy ou encore Dragon Quest. Certains développeurs de jeux décidèrent de créer leur propre mappeur, laissant de côté les composants standards. Ce fut le cas de Sunsoft, qui développa le Sunsoft 1 pour les besoins d'Atlantis Nonazo. Les spécificités de mémoire étaient désormais de 32 kilo-octets pour le programme et de 16 kilo-octets pour les graphismes. En 1986, un nouveau pas fut franchi avec Gumshoe. Outre l'originalité du fait que ce jeu de plateforme se jouait au zapper, ce fut également le premier jeu dont la mémoire dédiée au programme passait de 32 kilo-octets à la capacité alors énorme de 128 kilo-octets. Ce modèle de cartouche porta le doux nom de GN-ROM et se basait sur un 74-161. Le même mois, Makai Mora, plus connu sous le nom de Ghosts & Goblins, fut adapté sur Famicom. Doté de deux circuits logiques, les 74-161 et 74-32, un changement notable fut apporté au niveau de la mémoire dédiée au graphisme. Celle-ci pouvait désormais compter sur l'ajout d'une RAM reliée directement au processeur graphique et lui permettant une plus grande flexibilité dans l'affichage des graphismes. Une centaine de jeux utilisa ce modèle de cartouche, appelé UN-ROM, parmi lesquels Probotector, DuckTales, Megaman, Castlevania et Metal Gear. Voyant les limites de sa 8 bits toujours davantage repoussées, Nintendo n'allait pas non plus tarder à standardiser et faire évoluer la technologie des mappeurs. Le 14 avril 1987, sortit Morita Shogi, présenté et publié par Seta. Ce jeu de shogi fut le premier titre à utiliser un mappeur créé par Nintendo, le MMC1, qui fut par la suite employé dans l'immense majorité des jeux NES. Sa partie dédiée au programme s'élevait jusqu'à 256 kilo-octets, tandis que celle dévolue au graphisme atteignait les 128 kilo-octets. Chose non négligeable, grâce à ce mappeur, il était maintenant possible de sauvegarder. Le MMC1 apportait également une nouvelle fonctionnalité, le mirroring, permettant d'afficher plus de sprites à l'écran sans augmenter la mémoire utilisée. Les mappeurs ne servaient d'ailleurs pas uniquement à étendre la capacité mémoire, mais pouvaient également améliorer le rendu sonore.
une amélioration dont seule pouvait bénéficier la Famicom, son équivalente occidentale, la NES, étant dépourvue des connecteurs nécessaires sur son port cartouche. Parmi ces mappeurs, le VRC6 de Konami, qui outre le fait de permettre l'utilisation de 256 kilo-octets de mémoire pour le programme et de tout autant pour les graphismes, était donc doté de 3 canaux audio supplémentaires. Cette capacité améliorée fut exploitée par exemple dans Akumajo Densetsu, tandis que ses versions occidentales ne purent en bénéficier. Son successeur, le VRC7, était lui carrément équipé de 6 canaux de synthèse FM, une capacité qui ne fut malheureusement exploitée que dans le jeu Lagrange Point. Nintendo continua par la suite à développer des mappeurs toujours plus puissants. Le plus performant d'entre eux, le MMC5, atteignit la capacité de 1 mégaoctet de mémoire pour le programme et tout autant pour les graphismes. Abritant un composant dédié au calcul, 3 nouveaux canaux audio, semblables à ceux de la NES, 64 kilo-octets de RAM pour les programmes, il permettait une meilleure détection des changements d'affichage et avait la capacité de partager l'écran en 2. Malheureusement, cette dernière fut uniquement employée dans le jeu Uchu Kebitai SDF, et la Famicom arrivant en fin de vie, aucun titre n'exploitera réellement toutes les possibilités du MMC5. Nintendo, grâce à sa conception évolutive de la Famicom, permit à sa console de connaître une importante longévité. Une évolution technique impressionnante est à observer entre ses premiers titres sortis et ceux profitant des avancées liées aux mappeurs. Le principe des mappeurs sera réemployé par Nintendo sous une autre forme pour les besoins de la Super NES. Mais ça, c'est une autre histoire.